Et il y a aussi de nouvelles générations qui sont apparues il n'y a pas longtemps. Et du coup, quel est là aussi le degré de continuité ou de coupure entre les anciennes et les nouvelles associations féministes? Donc en toute modestie, je me considère comme l'homme féministe du Maroc. J'ai été menacé de mort à cause de ça, en tant qu'homme féministe du Maroc, vous voyez. Je peux parler un petit peu de ça. Déjà c'était en 2000, j'avais accordé une interview à Al-Ahdath al-Maghribiya qui venait de paraître à l'époque. Et pour moi, même s'il y avait des textes coraniques dits catégoriques, j'ai dit il faut faire de l'ijtihad malgré la présence de ces textes dits catégoriques, n'est-ce pas? Et j'avais dit dans mon interview l'ijtihad مع وجود النص ليس آية قرآنية أو حديثا نبويا شريفا. Et du coup, il faut faire de l'ijtihad même si les textes sont présents. Ils ont sorti ça en première page, gros titre. Et ça m'a valu beaucoup de problèmes, beaucoup de menaces de mort déjà à l'époque. Et j'ai continué d'avoir des menaces de mort au Yémen, à Sanaa, à cause de la même chose. Et j'ai été sorti du Yémen sain et sauf par miracle, vraiment. J'ai vu qu'il y avait deux générations. Une génération ancienne qui parle du féminisme dit classique traditionnel, qui revendique l'égalité de droits entre hommes et femmes, surtout en matière de statut personnel. D'accord. Et en toute modestie, j'ai participé à ce féminisme-là par mes écrits, par mes conférences, par mes interventions, vous le savez très bien. Et quand j'ai écouté la deuxième génération qui parle des droits sexuels et reproductifs, je me suis senti très présent aussi. Et du coup, je suis et dans la première génération et dans la seconde génération. Vous voyez, elles sont miennes toutes les deux. Je me reconnais dans la première génération qui défend l'égalité de genre, l'égalité fondée sur le genre en matière de droit. Et je me reconnais aussi dans la défense des droits sexuels, des libertés sexuelles et reproductives. Du coup, pour moi, il n'y a pas de rupture. Pour moi, il y a continuité dans mon évolution, dans mon parcours. Vous voyez, pour moi, c'est une même lutte. Vous voyez, alors que pour le féminisme, justement, il y a une rupture entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Pourquoi ? Parce que la première génération, elle ne pouvait pas revendiquer les droits sexuels. Parce que cette première génération des féministes était plus ou moins partisane, liée à des partis politiques. Et investir la carte sexuelle, c'est brûler les partis politiques. Parce que la carte sexuelle est une carte qui est politiquement perdante. Vous voyez, si on se met à parler des droits sexuels, on perd les élections si on a un parti politique. Et ces féministes-là étaient plus ou moins affiliés à des partis comme le PPS ou le SFP, et donc il y avait une certaine prudence. Ça, c'est important comme facteur. Il y a aussi que ces femmes-là n'avaient pas la conviction de revendiquer les droits sexuels. Et du coup, elles sont arrêtées à la réforme de la Moudouana, principalement, et à la participation politique, vous voyez.
les nouvelles générations, bien sûr, elles revendiquent les droits sexuels en tant qu'individus concernés par ça de manière directe. Elles sont jeunes, elles sont sûrement célibataires, et ça encourage un petit peu cette lutte, vous voyez. Mais elles n'ont pas le background théorique et idéologique sur lequel on peut baser ces luttes-là. Donc pour moi, il n'y a pas une rupture entre les deux féminismes. Je parlerai du féminisme et de néo-féminisme. Un féminisme traditionnel plutôt classique, plutôt conservateur, plutôt réformiste, plutôt correct, politiquement correct, et un féminisme plus courageux, plus aventurier, mais qui n'est pas politiquement correct et qui n'est pas politisable. Parce qu'aucun parti politique aujourd'hui ne peut adopter et n'a adopté la lutte sexuelle comme étant une lutte féministe. Et pour moi, les deux sont regroupés dans les droits de l'homme. C'est-à-dire, et l'égalité de genre et les droits sexuels, tous deux renvoient aux droits humains. Et c'est pour ça, bien sûr, tout à l'heure, c'est pour ça qu'on sait, on a tendance maintenant à faire une confusion qui est dangereuse, puisque les droits de l'homme appartiennent à l'Occident, et que l'Occident aujourd'hui est un Occident injuste, qui nous humilie, nous, en tant que musulmans, et qui est hypocrite, donc rejette ces droits-là. Si on le fait, au nom de quoi va-t-on revendiquer l'égalité de droits entre hommes et femmes et les droits sexuels? C'est au nom des droits de l'homme qu'on revendique cela. Et je dois rappeler ici que ces droits humains n'appartiennent pas à l'Occident. C'est une erreur. Je n'en fais pas cadeau à l'Occident. Ce sont des droits humains conquis par la modernité. Et la modernité n'a pas été construite par l'Occident seul. Toutes les civilisations humaines, toutes les cultures ont participé à la construction des droits humains. Donc elle est mienne. En tant que musulman, en tant qu'arabe, je me sens constructeur, participant à la construction des droits humains. Et du coup, ces droits humains sont miens. Et je les prends, je les assume en tant que miens pour demander à l'Occident de rendre compte. Je ne vais pas le critiquer et critiquer ses droits à lui, non, son droit à moi aussi. Et je lui demande des comptes au nom de ses droits humains, non pas à partir d'une autre référence, vous voyez. Donc c'est un petit peu le cadre global dans lequel je me situe personnellement. Le féminisme, en tant qu'égalité de droits entre hommes et femmes, et en tant que revendication des droits sexuels et reproductifs. Il contredit le sens littéral des versets coraniques et des hadiths du prophète. C'est clair, l'islam, dans ses textes fondateurs, le Coran et la Sunna, il est contre l'égalité, n'est-ce pas? Et il est contre les libertés sexuelles. Ça, c'est clair, dans sa formulation littérale. Et du coup, l'enjeu, pour que cela passe pour les musulmans, il faut islamiser. Il faut trouver une justification islamique à l'égalité des droits et aux libertés sexuelles. Et c'est pour ça que l'ijtihad est nécessaire, mais un ijtihad sans frontières, comme j'ai écrit à plusieurs reprises. Ijtihad bila hudud. Ne pas dire qu'il y a un texte catégorique, donc pas d'ijtihad, non. Même s'il y a un nas qata'i,
je fais de l'ijtihad. Et qui dit que ce nasla est qata'i? Est-ce qu'il le dit lui-même? Ce sont des fuqaha qui disent tel verset est qata'i, tel verset n'est pas qata'i. Mais sur quelle base? La linguistique moderne nous apprend que tous les textes sont interprétables, quels qu'ils soient. Que tous les textes ont un contexte déjà historique et culturel, et même au niveau de la polysémie, il y a des choses à faire. Et du coup, on est obligé de passer par l'islam, par faire dire au texte islamique que l'égalité de genre est possible, et qu'elle est islamiquement possible, et que les libertés sexuelles sont également islamiquement possibles. D'où un de mes livres que j'ai fait en 2022, le féminisme islamique n'a pas de sexe. Moi, je me considère comme un féministe islamique, vous voyez, parce que je m'appuie sur ces textes-là, je les relis, et je produis un islam qui est favorable à l'égalité entre hommes et femmes, favorable aux libertés et aux droits sexuels. En arabe, l'arabe est plus riche. L'arabe, il a deux termes. Ad-Dukura ou Ar-Rujula. En français, les deux sont unis dans le terme masculinité. Alors, si on veut être féministe, si on veut avoir des droits égaux entre les hommes et les femmes, on ne peut pas critiquer la Dukura. La Dukura est un donné biologique. On est un mâle ou une femelle, on ne peut pas changer ce sexe biologique, vous voyez. Donc on ne peut pas critiquer la Dukura. La Dukura, c'est un donné qui est là, on est avec, on est dedans. Et c'est une donnée qui est inchangeable, à part pour les transgenres qui veulent changer de sexe. Mais c'est une autre question. Mais la Dukura est un donné biologique, et on ne peut pas parler de domination دكوريان ما يمكنش نتكلموا على الهيمنه الذكوريه نتكلموا على الهيمنه الرجوليه. Pourquoi? Parce que c'est le mâle transformé en homme qui devient dominant, vous voyez. Et donc la critique qui doit être adressée non pas à la dhukura mais à la rujula. C'est la rujula qu'on doit critiquer. Parce que la rujula, bien sûr, c'est de la bravoure, du courage, mais c'est aussi l'entretien de la femme, c'est aussi la violence contre la femme, c'est l'exploitation de la femme, vous voyez, c'est se croire supérieur. Être un homme patriarcalement défini, c'est que ce patriarcat me donne le droit de me dire je suis supérieur à la femme, vous voyez. C'est pas la dhukura là, c'est la rujula. La rujula, ça veut dire vous êtes défini comme étant supérieur. Et donc je dois critiquer la rujula dans ce sens-là. On pense seulement à la phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Mais la masculinité doit aussi se dire on ne naît pas homme, on le devient. C'est-à-dire on ne naît pas supérieur, mais on le devient. Et c'est pour ça que la masculinité nouvelle que je revendique depuis 2000 dans mes écrits, elle doit être constructiviste au niveau théorique, c'est-à-dire que l'on prenne conscience qu'il est construit comme supérieur. Il n'est pas supérieur par nature, par définition, il est supérieur parce qu'il est construit ainsi, en tant que tel. Donc il doit être constructiviste, cet homme nouveau, il doit être égalitariste sur le plan des droits, les mêmes droits aux hommes et aux femmes, et aux homos et aux lesbiennes, n'est-ce pas? Toutes les catégories ont les mêmes droits. Et il ne doit pas être violent, justement. Parce que la violence n'est pas un accident. C'est une donnée structurelle qui donne à l'homme patriarcal le droit de violenter les femmes. Il est violent parce que, pour lui, c'est un instrument pour maintenir sa domination et pour la reproduire. Vous voyez.
Et donc c'est pour ça que cette distinction entre Dokura et Rujula, elle est fondamentale. Et malheureusement, quand on passe du français à l'arabe, quand on passe de la domination masculine à la haymana al-dhukuriya, c'est comme si les Arabes refusent de critiquer la rujula. Vous voyez, au lieu de critiquer la rujula, on critique la dhukura. Vous voyez, la rujula, c'est comme si elle est une notion ininterrogeable, une notion sacrée, intouchable. On peut s'interroger sur la féminité, sur le unuta, essayer de la changer, mais la rujula, elle est intouchable. Et du coup, il faut dépasser ce tabou, n'est-ce pas, et aller vers la critique de la rujula. Et justement, quand mon livre est paru en 2009, en 2010, sous le nom Critique de la masculinité au Maroc, beaucoup de gens étaient étonnés et scandalisés. Et j'allais faire une conférence à Tétouan, à l'université, et la personne qui devait afficher, qui devait coller l'affiche, fait un aqd ar-rujula fi al-Maghrib, a refusé de le faire. Parce qu'il disait la rujula, elle n'est pas critiquable. Il a fallu que les organisateurs fassent une pression sur lui pour qu'il affiche, vous voyez. Et donc, je rappelle toujours qu'on doit distinguer entre Dokura et Rujula. La Dokura n'est pas critiquable, c'est un donné biologique. C'est la Rujula qui est à critiquer parce qu'elle est construite comme supériorité, comme domination et comme violence. Un non-féministe, par définition, refuse qu'il y ait une domination masculine. Et justement, c'est pour ça que quand on parle de féminisme, quand je parle de féminisme, le féminisme n'inclut pas seulement les femmes. Parce que pour schématiser, et pas seulement au niveau du Maroc, mais au niveau international, la majorité des femmes et des hommes sont antiféministes. Partout. Seule une minorité d'hommes et de femmes sont féministes. Ils sont pour l'égalité. Oui. Parce que l'égalité entre femmes et hommes n'est pas encore rentrée dans la mentalité des gens, dans leur vision du monde. Ils sont encore prisonniers d'un paradigme qui dit différents, donc inégaux. La plupart des femmes et des hommes y croient. Il faut passer maintenant à un autre paradigme. Différents mais égaux. Vous voyez, nous sommes différents biologiquement, mais égaux socialement, juridiquement et politiquement. Vous voyez. Et ce passage-là, c'est une révolution qu'une minorité de femmes et d'hommes ont faite. La plupart sont encore prisonniers de leur inconscient patriarcal. Vous voyez, beaucoup de femmes sont antiféministes. Elles-mêmes croient qu'il est normal que ce soit l'homme qui domine, qu'il soit supérieur. Elles le déclarent sans aucune gêne, parce qu'elles ont été produites ainsi. Et beaucoup d'hommes aussi ont été produits ainsi, vous voyez. Et donc, l'enjeu, c'est de faire croître cette minorité féministe constituée de femmes et d'hommes contre une majorité antiféministe constituée également de femmes et d'hommes. C'est pour dire que le combat n'est pas entre les femmes et les hommes, mais entre une minorité de femmes et d'hommes féministes contre une majorité de femmes et d'hommes féministes. Vous voyez. Il faut que les gens prennent conscience de ça. Quand je parle de rupture ou de continuité, j'entends par là, par exemple, au niveau des thématiques. Quelles sont les thématiques développées par les anciennes générations
association et interassociation? Y a-t-il continuité dans les thématiques, dans les demandes, dans les combats? Ou est-ce qu'il y a dans le néo-féminisme, si je puis dire, des demandes nouvelles, des sujets nouveaux à conquérir, à mettre sur la table, des revendications